Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous plonge au cœur du travail de la Haute Assemblée. Alors ce matin, je vous propose de suivre une audition autour du rapport de la Cour des comptes sur les équipements de la police et de la gendarmerie. Mercredi dernier, les sénateurs ont auditionné Gilles Andréani, président de la 4e chambre de la Cour des comptes, Éric Morvan, directeur général de la police nationale, et Christian Rodriguez, major général de la gendarmerie nationale. Dans ce rapport, la Cour des comptes exprime ses inquiétudes, notamment sur la formation au tir des policiers et des gendarmes. En 2017, par exemple, la moitié des policiers n'ont pas effectué leurs 3 séances de tir réglementaires. Un manque d'entraînement qui a fait augmenter le nombre de tirs accidentels des policiers. Et pourtant, face à la menace terroriste, les forces de l'ordre ont été massivement réarmées. Mais il n'y a pas aujourd'hui assez de stands de tir adaptés à leurs nouvelles armes. Je vous laisse écouter cette audition. De façon générale, notre audit met en lumière que ce dispositif essentiel a gagné en cohérence. Il a limité les redondances et les différences inutiles entre les forces et il a permis de progresser dans la recherche, d'ailleurs délicate, de l'équilibre entre la vision nationale des besoins et l'ajustement de l'équipement des structures territoriales en fonction du contexte sécuritaire et autres d'ailleurs des territoires où elles opèrent. L'approche pluriannuelle des projets, indispensable dans ce domaine, l'équipement c'est une affaire par définition qui se programme sur plusieurs années, a également progressé avec l'institution en 2016 de revues de projets et ces progrès ont été notés par la Cour. Le dispositif d'identification demeure néanmoins perfectible, il y a un certain nombre de défauts qui nous sont apparus et qui demandent à être corrigés. Le dialogue entre forces utilisatrices, services d'achat et retour d'expérience après utilisation pour corriger les erreurs éventuelles et adapter les matériels mérite encore de progresser. Le dispositif d'identification et de remontée est encore lourd. Il est parfois, disons, insuffisamment normalisé. Toutes les unités, tous les besoins ne sont pas sollicités, ne sont pas exprimés au même moment et de la même façon dans des canaux véritablement toujours bien organisés. Enfin, ce processus d'identification doit inclure non seulement les matériels, mais les conséquences de leur intégration dans les forces. Et naturellement, un matériel s'inscrit dans une doctrine d'emploi, dans un environnement opérationnel, dans une configuration des forces qui doit être prise en compte dès le début de la conception et de l'achat du matériel considéré. Et de ce point de vue, je cite simplement quelques suggestions qui ont été faites au passage par la Cour. L'approfondissement de la veille technologique, l'association plus systématique du service de prospective, qui est le CREL, le Centre de recherche et d'études des forces de sécurité rattachées au CELSI, mériterait même certainement d'être intensifié. Donc voilà les principaux domaines de progrès. En élargissant que nous avons identifié, en élargissant le propos à l'intégration des matériels dans les forces, il est certain qu'il tant la doctrine d'emploi de ces matériels que disons, la formalisation du besoin, des dotations théoriques des unités qui existent de façon très formalisée dans la gendarmerie nationale, qui ne l'est pas assez dans la police nationale, mériterait d'être précisée, harmonisée le cas échéant là où il peut l'être, pas partout, entre les deux forces, et donner lieu à une formalisation plus poussée. C'est en particulier le cas des véhicules où la Cour insiste pour qu'il y ait, dans ce domaine très, très, très sensible, une définition plus intégralement fondée sur l'analyse des besoins et pas simplement une logique de renouvellement
des besoins des forces en véhicules. On observe au passage dans le rapport que le ratio entre les personnels et les véhicules est plus élevé en France que dans un certain nombre de grands pays voisins. Il y a donc matière là, une définition des besoins qui échappe à une simple logique de rattrapage des retards et de renouvellement. Voilà pour ce premier maillon de façon extrêmement résumée. Deuxième maillon, le dispositif d'achat des forces de sécurité proprement dit, c'est-à-dire le processus de consultation des fournisseurs, de passation des marchés, d'engagement de la dépense et de suivi de la commande. Là aussi, il nous semble qu'il y a des progrès à faire. Il y a des progrès à faire en raison, premièrement, dans le jargon des auditeurs, on appelle une cartographie, mais disons d'une connaissance automatisée, reposant sur des services, des systèmes d'information fiables, de l'état des matériels et de leur affectation. Une bonne politique d'achat, évidemment, suppose d'abord qu'on ait une vision claire de l'existant. Il y a à cet égard des lacunes dans les services, dans les systèmes d'information des forces de sécurité et une difficulté à savoir, même une fois qu'ils sont achetés, où sont les différents matériels, à qui ils sont affectés, quel est leur état, etc. Donc il y a de ce point de vue un premier problème qui est la connaissance de la base. Il y a un deuxième problème, c'est que, nous semble-t-il, en dépit des efforts et des progrès, là aussi réalisés, la politique d'achat définie par l'État pour ces services prévoit la formalisation d'une stratégie d'achat au niveau ministériel et pour le ministère de l'Intérieur qui concerne pour l'essentiel les forces de sécurité. Cette stratégie est, disons, pourrait être complétée, mieux formalisée. Et au cours de l'enquête, on a même eu un débat avec les services concernés pour voir s'il y avait véritablement un document qu'on pouvait baptiser de stratégie d'achat au sens des circulaires du Premier ministre. Le fait est qu'il y a des lignes directrices, il y a des éléments de stratégie. Ils méritent encore d'être consolidés. Pour ce qui est de la conduite de l'achat à proprement parler, au-delà de cette stratégie générale, je vais revenir un instant au contexte. Dans la période sous revue, c'est-à-dire 2014-2017, il y a eu naturellement l'effet de l'urgence. Le rattrapage que j'ai mentionné pendant les années 2015, 2016, 2017 s'est placé sous l'égide notamment du premier plan de lutte, des deux premiers plans adoptés en 2015 de renforcement d'urgence des moyens dans le cadre de la lutte antiterroriste. Les plans de lutte antiterroriste plates ont consacré disons l'essentiel de l'augmentation pendant cette période des crédits d'équipement des forces de sécurité. Et naturellement, sous le coup de l'urgence, de la nécessité impérieuse de doter les forces rapidement des équipements identifiés par ces plans, eh bien, on ne peut pas dire que les procédures d'achat aient été menées avec le degré de rigueur. Et d'ailleurs, le Code des marchés prévoit des exceptions pour les achats effectués sous le coup de l'urgence impérieuse, mais la Cour a relevé à cet égard, je dirais, beaucoup de difficultés, même à retracer pour elle ce qui s'était exactement passé pendant cette période. Au-delà de cette période où naturellement l'urgence excuse beaucoup de choses, il y a du point de vue de la Cour un progrès à réaliser en termes de professionnalisation des achats, pour parler de façon générale, et notamment la question du niveau pertinent d'achat entre le niveau central et le niveau soit des SGAMI, soit des régions de gendarmerie reste à préciser. Alors, ce ne doit pas être une précision qui soit universelle et homothétique, elle doit s'adapter aux circonstances, mais on regarde, on observe encore un degré d'achat, un niveau d'achat en région déconcentrée, qui d'ailleurs a progressé au cours de la dernière année sous revue et qui ne s'explique pas complètement, nous semble-t-il, par le souci d'une répartition logique entre le niveau central et le niveau déconcentré, ce qui nous a conduit à une recommandation consistant à mieux identifier le niveau pertinent d'achat et en privilégiant quand même, quand c'était possible, l'exécution de l'achat sur la base de marchés nationaux, quand bien même ceux-ci porterait la possibilité de décliner des marchés subséquents au niveau régional.
Enfin, l'attention portée à la performance du système d'achat mérite d'être accrue. Après un dialogue avec les services concernés, on a bien compris qu'il y a des limites et notamment des possibilités d'interprétation méthodologique sur la façon dont on mesure une performance d'achat. Et nous concédons volontiers aux services contrôlés que ça n'est pas toujours facile, notamment le périmètre de cette mesure pose des difficultés dès lors qu'on recourt à des centrales d'achat pour lesquelles la marge de négociation n'est pas forcément très importante. Mais cette concession étant faite, il reste que les performances affichées et l'attention surtout portée à la mesure de cette performance nous paraissent pouvoir être améliorées. Et ça reste un des points d'amélioration du système qui est à prendre en considération. J'ajoute qu'il n'y a pas simplement que même dans le contexte des centrales d'achat, un dialogue plus exigeant avec les fournisseurs pourrait être recommandé, et nous le recommandons spécifiquement dans le rapport. Donnons acte cependant aux services concernés que les renouvellements les plus récents des marchés conclus sous l'urgence ont montré qu'il y avait des marges de progrès et que ces marges de progrès étaient exploitées, notamment les dispositifs de protection ont pu faire apparaître des fournitures c'est juste un chiffre, de gilets pare-balles lors des renouvellements à un niveau d'une centaine d'euros par gilet, ce qui est une performance très améliorée par rapport aux fournitures sous le régime de l'urgence auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Troisième maillon de la chaîne, la fonction logistique. Il y a des difficultés particulières sur cette fonction. Et cette fonction a concentré un certain nombre des critiques du rapport. Premièrement, c'est une fonction qui est moins intégrée que les deux autres, pour prendre un euphémisme, entre les deux grandes forces de sécurité, police et gendarmerie. Et pour tout dire, elle l'est très peu. Les systèmes d'information, les procédures d'approvisionnement logistique des forces, le suivi des équipements au sein des forces obéissent en réalité à des logiques, se reposent sur des matériels, des circuits et des procédures qui restent à la vérité entièrement distincts aujourd'hui, à quelques éléments près, comme par exemple la livraison des véhicules qui est effectuée par l'intermédiaire des SGAMI. Et de façon générale, et j'allais dire la police et la gendarmerie ne sont pas les seuls dans ce cas, il y a une attention insuffisante portée à la fonction logistique. C'est une fonction évidemment essentielle, mais il y a sur l'exécution des marchés, le respect des délais de livraison des matériels, des insuffisances, et vous trouverez dans le rapport des données relatives à des marchés de 2016 pour lesquels à la fin de 2016 le tiers des véhicules concernés n'avaient pas été livrés, donc retard qu'il faut suivre. Ensuite, une fois les équipements arrivés dans les forces, le suivi même de ces équipements, disons le suivi absolument élémentaire de l'état d'un véhicule en fonction de son kilométrage, de son âge, etc. Tout ça n'est pas assuré, en tout cas ne remonte pas d'une façon automatisée qui permette de véritablement programmer les besoins. Les systèmes d'information sont mieux interfacés avec les systèmes comptables du côté de la gendarmerie, ne le sont pas du tout du côté de la police nationale, et ça pose, ils sont très différents l'un et l'autre, et ça pose quand même des problèmes de suivi des matériels, et du coup nous formulons des recommandations assez précises et assez fortes sur le problème disons des inventaires, des stocks, et la mission s'est elle-même assurée au cours d'un certain nombre de visites des conditions parfois simplement non réglementaires de suivi et de réalisation d'un certain nombre de stocks qui se relient à un autre problème qui est l'état souvent très dégradé de certains locaux de la police et de la gendarmerie. Disons que sur ce point, je pense qu'il y a véritablement un sujet qui devrait être un sujet d'attention plus poussé de la part des forces. Ajoutons que se rattache à la logistique le problème de la fourniture d'un certain nombre de services indispensables à l'utilisation des matériels, comme les stands de tir pour l'emploi des armes et l'entraînement des forces. Juste pour mentionner ce problème de
l'intégration des équipements nouveaux dans les forces. Les nouveaux fusils mitrailleurs ne pouvaient pas être, disons, utilisés dans les stands de tir existants, en tout cas pour un grand nombre d'entre eux, de la police et de la gendarmerie. C'est un besoin nouveau qui n'avait pas été tout à fait anticipé, si je puis dire, au moment où la commande en a été effectuée. Donc ça illustre le propos du premier segment, si je puis dire, sur la nécessité d'intégrer dans la doctrine les conditions d'emploi et les besoins d'environnement, le matériel, alors même que la commande en est envisagée. Au total, nous avons sur les 3 segments constaté, comme je l'ai dit, des progrès, mais nous sommes amenés à formuler un certain nombre de remarques transversales. Je les formule très rapidement avant d'en venir à ma conclusion. En dépit des progrès, la mutualisation reste à consolider. Elle reste à approfondir dans certains domaines et on arrive au moment où l'achat commun n'est pas le seul, ni même le principal moyen d'expression de l'ambition de la mutualisation, mais on touche à l'harmonisation des doctrines, à des domaines qui touchent à la façon de faire, en quelque sorte, des 2 forces. La fonction logistique, je l'ai dit, reste une zone d'ombre dans les progrès généraux de la mutualisation, en particulier du côté des SGAMI qui continuent à travailler pour l'essentiel au bénéfice de la police nationale. Deuxième remarque transversale, les outils de gestion demandent à être améliorés d'un bout à l'autre de la chaîne. Ils sont, pour certains des systèmes d'information que nous avons expertisés, ils sont anciens, ils demandent véritablement à être remplacés ou fiabilisés, et en particulier pour permettre ce suivi des achats et cette connaissance de l'existant indispensable à une politique affinée d'achat. Troisième domaine, les ressources humaines. La fonction achat, la fonction logistique sont des fonctions qui, dans toutes les organisations à finalité opérationnelle de terrain, tendent à être un peu négligées et qui demandent en réalité une professionnalisation élevée. Et donc il y a là un besoin à la fois de rétention des bons spécialistes qui existent dans ce domaine et qui ne sont pas assez nombreux, et aussi de prévision, dans le cadre d'une politique prospective des emplois, des besoins de recrutement, de bons acheteurs et de bons logisticiens pour soutenir les progrès réalisés au niveau des achats stricto sensu. Enfin, la gouvernance de l'ensemble constituée par les services que j'ai indiqués, créés en 2014, celle-ci, SGAMI, leur intégration dans le processus de décision de la police et de la gendarmerie nationale demande à être améliorée. Et en conclusion de cette présentation des 3 chaînes, des 3 maillons de la chaîne d'achat, nous pensons que l'effort de rationalisation doit être poursuivi autour de 3 priorités. La définition des équipements des forces, qui doit procéder d'une évaluation plus fine et plus complète de leurs besoins opérationnels. La politique d'achat doit s'inscrire dans une stratégie pluriannuelle formalisée qui intègre les éléments prospectifs auxquels j'ai fait allusion, en particulier en matière de progrès technologique. Enfin, la fonction logistique doit être revalorisée et la gestion des stocks renforcée. Je dirais que dans le cadre que j'ai signalé d'un échange de qualité avec les services sur lesquels a porté cette enquête, ces conclusions générales ne nous paraissent pas avoir été contestées par celle-ci. Si je devais conclure strictement sur le rapport, je m'arrêterai là, Monsieur le Président, et j'ai déjà été trop long. Je me permettrai d'ajouter un dernier mot sur le contexte budgétaire dans lequel se situe cette enquête. Cela fait des années que la Cour a eu l'occasion, dans diverses interventions publiques, les notes d'exécution budgétaire, tout récemment un référé du Premier Président sur le temps de travail et la rémunération des forces de police et de gendarmerie rendu public à la fin du mois de juin, a été amené à alerter
sur les tensions budgétaires qui existent sur la mission sécurité, qui sont évidemment pas inconnues de votre commission. Je ne vous ferai pas cette injure. Ces tensions conduisent à un mécanisme, et ont conduit dans le passé, à un mécanisme d'éviction des dépenses hors titre 2. D'éviction des dépenses d'entretien, des dépenses d'investissement qui, disons, incluent les dépenses d'équipement auxquelles nous nous intéressons aujourd'hui. Et notamment, on voit très bien que historiquement, l'augmentation de la masse salariale induite par les plans de revalorisation de 2006 ont créé les conditions budgétaires qui ont conduit à la crise, je dis bien le mot, la crise des équipements qui s'est manifestée en 2012 avec le point bas de 1% que j'ai signalé. Je me permets d'indiquer à la Haute Assemblée que dans le contexte budgétaire actuel de la mission sécurité, tous les éléments sont réunis pour qu'une nouvelle crise se produise et que les mêmes effets d'éviction se produisent parce que nous avons une mission, la note d'exécution budgétaire 2017 le souligne abondamment, une mission qui est déjà sous tension budgétaire, dont les prévisions au titre du triennal ne sont pas réalistes compte tenu des efforts déjà consentis sur le plan des rémunérations et des effectifs. Et par conséquent, cette double saturation des crédits de la mission par les rémunérations au titre de la revalorisation et de l'augmentation programmée des effectifs risque d'aboutir à ce que nous avons connu au début des années 2010, c'est-à-dire un nouveau risque d'éviction et d'éviction dommageable des crédits d'équipement. Or, l'effort dont j'ai parlé n'épuise pas le sujet. Et pour ne vous donner qu'une indication, l'effort très marqué fourni en matière de renouvellement de véhicules n'empêche pas le parc de continuer à vieillir. Le vieillissement du parc continue. Et par conséquent, du point de vue de la Cour, on en arrive à la conclusion que comme on ne peut pas tout faire sur le plan budgétaire, il faut regarder à nouveau de très près les engagements et les trajectoires de dépenses prévues en matière de dépenses du titre 2, si l'on veut s'assurer de dégager une marge suffisante pour procéder aux besoins indispensables de renouvellement et de consolidation de l'amélioration intervenue entre 2012 et 2017. Je vous remercie. Merci, monsieur Philippe Dominati, qui nous éclaire de sa science. Monsieur le Président, Monsieur les Présidents, Madame et Messieurs les co-rapporteurs de cette enquête, mes chers collègues, je voulais commencer par remercier la Cour des comptes pour sa présentation et plus généralement pour son enquête qui apporte un éclairage intéressant et des analyses précises sur les moyens d'équipement de la police et de la gendarmerie nationale, même si certains éléments entrent dans un niveau de détail qui me semble ne pas relever directement du niveau législatif. La Cour a tout d'abord examiné l'évolution du budget consacré à l'équipement depuis 2012. Je dois dire qu'il s'agit là d'un travail important et extrêmement instructif, puisque ces dépenses, je vous rappelle 4 catégories, automobile, protection, armement et habillement, ne sont pas isolées dans les documents budgétaires et ne recourent pas par la catégorie des dépenses de fonctionnement et d'investissement. Leur analyse par le Parlement, à l'occasion de l'examen des différents projets de loi de finances, est donc rendue particulièrement difficile. Leur traçabilité n'est en outre pas systématique. Selon l'enquête de la Cour des comptes, les dépenses en équipement et matériel des forces de l'ordre ont progressé très sensiblement entre 2012 et 2017, de plus de 181%, soit un quasi-triplement. L'augmentation a été particulièrement marquée à partir de 2015 dans le cadre des plans successifs de renforcement par les 4 catégories d'achats retenues par l'enquête. Cette forte augmentation constitue à mes yeux une évolution très favorable, mais il me semble important de la replacer dans un contexte plus général. La part des dépenses de personnel dans l'ensemble des dépenses atteint 87,3% pour les 2 forces en 2017.
Certes, ce taux a légèrement diminué de presque 0,5 points. Il s'établissait à 87,5% en 2012 sur la période retenue par la Cour. Et ceci s'explique en partie par l'augmentation des dépenses d'équipement. Toutefois, si nous les replaçons sur le temps long, une dizaine d'années, on ne peut que déplorer la baisse importante des dépenses d'investissement et de fonctionnement par rapport aux dépenses de personnel. Ainsi, sur 10 ans, alors que les dépenses de personnel ont augmenté de plus de 30%, les dépenses de fonctionnement et d'investissement ont connu une baisse de 6,89%. Cette évolution me semble particulièrement préjudiciable à la capacité opérationnelle des forces qui concourent, selon moi, à un réel risque de paupérisation. Je crois que nous nous rejoignons dans votre conclusion. Le contexte actuel ne me semble pas propice à une évolution favorable dans ce domaine. Les dépenses de personnel devraient en effet être alimentées dans les années à venir par 10 000 recrutements au sein des forces de sécurité intérieure annoncés par le président de la République et par le dynamisme préoccupant des dépenses de rémunération qui a d'ailleurs fait l'objet d'un récent référé de la Cour des comptes, celui que vous évoquiez au mois de juin. Avant de passer à la phase des questions, je voudrais terminer ce propos liminaire en précisant que si cette hausse ne concerne pas les dépenses immobilières, qui ne sont pas dans le champ de l'enquête, qui constituent également une préoccupation majeure pour votre rapporteur de la Commission des finances, et dont la stagnation s'explique la stabilité du ratio malgré l'augmentation des dépenses d'équipement. Cette enquête appelle, selon moi, plusieurs séries de questions. Je souhaite tout d'abord évoquer la quasi-absence de comparaison internationale. Le rapport précise qu'à la demande de la Cour des comptes, la direction de la coopération internationale du ministère de l'Intérieur a saisi un certain nombre d'attachés de sécurité intérieure et a reçu des contributions, mais qui se sont révélées être d'un intérêt limité. Le rapport ne comprend donc que peu d'éléments chiffrés relatifs aux comparaisons internationales. Je dirais que l'élu parisien que je suis a simplement pu constater qu'à Berlin, le taux de renouvellement des véhicules était 2 fois plus important qu'à Paris. Mais enfin, pour mes collègues, il y a assez peu de comparaisons internationales, malheureusement par la DCI. Le manque de comparaison internationale ne constitue-t-il pas un obstacle et une meilleure identification des besoins et des matériels susceptibles de pouvoir équiper dans le futur les forces de l'ordre ? Surtout, le ministère de l'Intérieur songe-t-il effectuer une comparaison sérieuse des niveaux de dépenses d'équipement des forces de sécurité intérieure des grands pays européens par rapport à leurs effectifs? On parlera peut-être de l'allocation aussi plus tard. La question de l'état de la flotte de véhicules me semble également extrêmement importante. Elle constitue de loin la principale dépense d'équipement. Le rapport confirme le vieillissement général du parc automobile. Le taux actuel de renouvellement, tant en police qu'en gendarmerie, ne permet que de ralentir son vieillissement. Le remplacement de moins d'un dixième du volume en véhicules légers conduit, alors que les critères de réforme s'établissent à 8 ans, à les faire glisser de fait vers les 10 ans. Sur la période 2012-2016, le vieillissement des véhicules est supérieur à 2 ans dans la police nationale. L'âge moyen des seuls véhicules légers est passé de 3,65 années à 5,75 années au 1er janvier 2017. De nombreux véhicules remplissant les conditions de réforme sont encore en circulation, de l'ordre de 65% dans la police nationale. Un plan visant à enrayer le vieillissement du parc automobile est-il envisagé par le ministère de l'Intérieur? Une réflexion stratégique sur la consistance souhaitable du parc automobile est-elle prévue? Une meilleure prise en compte des besoins du terrain. Il a été souligné que, par exemple, pour la BAC, les véhicules qui transportent, vous connaissez évidemment le problème de l'équipement lourd, ne correspondent pas toujours aux besoins. Est-il prévu donc par la Direction générale de la police nationale? Des solutions présentes à l'étranger, comme le recours à la location au Royaume-Uni, sont-elles envisageables en France? Permettraient-elles de réaliser des économies substantielles? Par ailleurs, pouvez-vous revenir sur le rôle de l'UGAP dans l'achat des véhicules? Une reprise de cette compétence par le CLC ne permettrait-elle pas de gagner en efficacité? La question de l'habillement appelle également des réflexions. Le système de compte à points permet à tous les personnels actifs de commander des effets d'uniforme.
gilet pare-balles, chaussures, holster, etc., sur un catalogue prédéfini. Toutefois, malgré les améliorations relevées par la Cour des comptes, de nombreux agents continuent d'effectuer certains de leurs achats en dehors du catalogue, et ce qui est bien évidemment interdit. Il n'est d'ailleurs pas rare de constater qu'il peut y avoir autant de paires de chaussures différentes que d'agents au sein d'une même brigade. Ceci s'explique, selon les agents, par le faible nombre de points, les délais de livraison trop importants et la mauvaise qualité de certains équipements présents sur le catalogue. Des pistes visant à mettre fin à ce phénomène sont-elles envisagées? Une amélioration du compte à points est-elle prévue? Je souhaiterais également évoquer la question préoccupante des stands de tir. L'armement de la police et de la gendarmerie a connu des évolutions majeures ces dernières années et le rapport relève que les conséquences induites, en particulier sur la formation au tir, ont été insuffisamment anticipées. La situation est critique dans la police. En 2017, la majorité des policiers, 51%, n'avaient pas bénéficié de des 3 séances de tir réglementaires. En particulier, l'accès au centre de tir constitue une difficulté récurrente. C'est un point intéressant au moment où le débat de l'armement des polices municipales et donc de la formation des polices municipales intéresse un grand nombre d'élus sur le territoire. Évidemment, le problème des stands de tir est une problématique très particulière. Quelles mesures sont prévues pour enrayer ce phénomène? Des mesures visant à évaluer le coût global et à faciliter l'usage, simplification de l'homologation, je pense des moniteurs, des stands de tir privés en police nationale sont-elles prévues? Enfin, le rapport évoque de nombreuses pistes de mutualisation, soit entre les deux forces, soit avec d'autres administrations, comme l'armée ou encore la douane. Est-il possible de chiffrer les économies potentielles liées à ces mutualisations d'achat? Y a-t-il des pistes avancées à moyen terme dans ce domaine? Voilà, Monsieur le Président, très rapidement, quelques observations sur le rapport de la Cour des comptes. Merci, mon cher Et quelques questions. Philippe, Monsieur le rapporteur spécial, de ces éclairages. Peut-être convient-il de se tourner vers nos interlocuteurs issus des forces de sécurité, police et gendarmerie, pour compléter peut-être ces éclairages avant de demander à mes collègues de réagir et d'interroger les interlocuteurs que vous êtes. Monsieur Éric Morvan, peut-être, directeur général de la police. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la 4e Chambre, d'abord je souhaite évidemment vous remercier de votre invitation, vous remercier aussi Monsieur le Président de la 4e Chambre de la qualité du travail de la Cour, dont les recommandations nous sont évidemment très utiles et constituent pour nous à la fois un guide et aussi une référence incontestable dans la discussion que les forces, gendarmerie et police ont avec les financiers qui nous attribuent des moyens. Sur les 3 familles de sujets évoqués par Monsieur le Président Andréani, l'identification des besoins, la priorisation, les achats et l'aspect finalement que je caractériserais le plus faible, qui est la logistique, ou celui sur lequel en tout cas les marges de progression les plus importantes sont identifiées. Tout cela, à tout cela, nous adhérons absolument sans réserve, nous partageons ce diagnostic. Je voudrais simplement me féliciter pour ma part, mais je pense que je peux y associer sans réserve le major général de la gendarmerie nationale. Le Sahel-Ci est l'un des 2 grands exemples dans l'histoire récente des forces de sécurité intérieure d'une mutualisation réussie qui est en marche, qui n'est pas achevée, qu'il faut absolument approfondir. Le terrain de la logistique est sans doute l'un de ceux-là. Avec un autre exemple qui est le STSI carré, le service des transmissions, le service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure,
qui définit, construit le paysage numérique des deux forces que sont la police et la gendarmerie. Sur ces deux sujets, il y a eu depuis quelques années, mais l'histoire est finalement assez récente, des efforts de mutualisation absolument fondamentaux pour ce qui nous concerne, et l'on oppose suffisamment les deux forces pour que je souligne aujourd'hui véritablement ces efforts qui ont été faits sur deux sujets absolument essentiels pour conduire nos missions. Ça n'est sans doute pas un hasard, puisqu'on a aussi beaucoup parlé de stratégie, si le ministre de l'Intérieur a décidé précisément sur ces deux familles de missions que sont l'achat, la logistique d'une part, le numérique d'autre part, ces deux grandes familles de missions qui sont aujourd'hui en mutualisation constante entre nos deux forces. Ce n'est donc pas un hasard si sur ces deux familles de missions, le ministre a souhaité un approfondissement et j'allais dire une professionnalisation, pour reprendre les termes du président Andréani, de ces missions. Et actuellement est en réflexion, avec notamment une mission de l'inspection générale de l'administration qui est en cours, tendant à la création au sein du ministère d'une direction du numérique et d'une direction des achats sur le périmètre ministériel, intégrant non seulement les besoins et les missions police et gendarmerie, mais sécurité civile, mais la direction des systèmes d'information et de la communication. Donc tout cela est en débat, puisque la police et la gendarmerie sont très attachés, non pas à une autonomie et à un refus de tout ce qui peut s'inscrire dans une modernisation et une transformation ministérielle, mais très attaché à ce que les composantes métiers et les exigences opérationnelles ne soient pas diluées dans une organisation qui éloignerait en quelque sorte les décideurs des réalités du terrain et des exigences opérationnelles. Donc, sur la question de savoir si on avait une stratégie, une volonté intégratrice, une volonté de professionnalisation d'un certain nombre de choses, oui, ces éléments sont pris en compte à travers ces deux piliers qui sont encore une fois en discussion au sein du ministère et qui fondent en quelque sorte, en tout cas qui sont deux éléments importants de la transformation ministérielle voulue par le ministre de l'Intérieur. Après, pour revenir sur le cœur de notre discussion, l'achat, Monsieur le Président Andréani l'a rappelé, le CLC qui est vraiment une initiative intéressante et de création récente. Son histoire est modeste, c'est 4 ans. Il a été préfiguré en 2013, mais sa création officielle, c'est le 1er janvier 2014. Donc nous avons 4 ans de recul et 4 ans pendant lesquels, effectivement, il s'est passé quelques petites choses qui ont fait que ce service a dû gérer le plan de lutte antiterroriste, le plan de lutte contre l'immigration clandestine, le pacte de sécurité, mais on aurait pu y ajouter le plan BAC, enfin on l'appelle le plan BAC, mais il a aussi concerné la gendarmerie avec l'exhaussement de la capacité opérationnelle des PSIG, et puis le plan de sécurité publique qui est le dernier aussi et qui n'est pas des moindres dans cette succession d'urgences. Et effectivement, je crois qu'on a beaucoup aussi parlé d'anticipation en 2010, en 2011. Je ne pense pas qu'on avait imaginé que l'on commanderait par dizaines de milliers des armes longues dans la police et dans la gendarmerie, et on n'avait pas non plus anticipé les conséquences techniques ou de formation, puisque ce sujet tout à fait central a été cité également, formation, stand de tir, évidemment adapté aux munitions que ces armes embarquent.
Il a été indiqué aussi, je veux y revenir avant de l'oublier, alors la convergence est en marche parce qu'aujourd'hui nous avons en commun, police et gendarmerie, beaucoup d'éléments partagés, hein, que ce soit en habillement et à la faveur du renouvellement des marchés. D'ailleurs, cette intégration s'intensifie et on fait livrer un certain nombre d'équipements qui sont indifféremment badgeables, soit en police, en gendarmerie, par des systèmes de scratch qui sont livrés mais qui sont véritablement totalement communs, et notamment sur des effets d'habillement, sur les éléments de protection des personnels. Nous avons les mêmes matériels. Nous pouvons avoir, et c'est vrai, vous l'avez souligné, des éléments de doctrine qui restent différents. Je vais vous en citer deux pour illustrer le propos par exemple dans l'utilisation des armes longues, la police nationale, conformément à une doctrine qu'elle a toujours eue, chambre sur la voie publique les armes longues, c'est-à-dire qu'il y a une cartouche qui est engagée. Ce n'est pas le cas pour la gendarmerie et la préfecture de police a décidé de ne pas le faire non plus, ce qui pose un petit problème interne à la police nationale, mais bon. Le sujet, enfin c'est un exemple effectivement de doctrine divergente. De tout temps, la police nationale a toujours chambré ses cartouches, enfin ses armes sur la voie publique pour des questions de réactivité, pour des questions de principe. Tout policier doit considérer que son arme, quel que soit son état, a une cartouche chambrée, quand bien même elle ne l'est pas. C'est un élément de divergence. La gendarmerie admet l'étui de cuisse pour les armes individuelles. La police ne l'a pas admis, ou dans des cas très particuliers. C'est un sujet de débat avec les organisations syndicales qui, si vous les avez rencontrées, ont immanquablement abordé ce sujet, mais pour des raisons qui ont fait l'objet d'études avec les formateurs, etc. Le fait que sur un certain nombre de situations, il est apparu que ce positionnement de l'arme pouvait représenter un certain nombre de dangers. Ce n'est pas l'objet de la discussion, mais c'est pour juste éclairer cette question soulevée sur effectivement les doctrines différentes qui peuvent conduire soit à des équipements différents, c'est l'exemple de l'étui de cuisse, soit à des coûts d'exploitation différents, puisque le fait de chambrer une cartouche, ce qui est le cas dans la police nationale, fait que, comme c'est le cas dans la plupart des cas, lorsqu'on remise ensuite l'arme, la cartouche est éjectée et elle n'est pas, pour des raisons de sécurité et de fiabilité de la cartouche, elle n'est pas réutilisée, ce qui fait que c'est une cartouche perdue. Et donc ça entraîne un coût assumé dans la police nationale et qui n'existe pas dans la gendarmerie. Donc effectivement, les éléments de doctrine peuvent avoir des conséquences, évidemment, en termes de coûts ou d'exploitation. Sans vouloir être trop long sur les comparaisons internationales, j'ai noté effectivement votre déception, monsieur le rapporteur, sur le fait que les contributions de la direction de la coopération internationale n'avaient pas satisfait totalement et votre intérêt et votre curiosité. Donc nous reviendrons sur cette question, mais je dois vous le dire, moi-même j'en suis extrêmement préoccupé. Si vous me permettez, m'attarder juste quelques secondes sur la question très particulière des véhicules. Vous avez évidemment annoncé des chiffres que nous partageons totalement, hein, sur l'ampleur du parc, sur son vieillissement rampant, si je puis dire, malgré des efforts évidents et récents sur le renouvellement des véhicules. Vous avez abordé la question de l'achat. Faut-il continuer à passer par l'UGAP ou pas, pour résumer votre propos sur la pertinence de la location.
mais on pourrait également étendre le propos au maintien en condition opérationnelle de ces véhicules, l'entretien des véhicules lui-même. C'est un vaste sujet de réflexion et là pour le coup de choix stratégiques à faire dans la police, pour la police nationale, pour la gendarmerie sans doute, que l'on peut prendre par plusieurs facettes. D'abord sur la définition d'une sorte de référentiel, enfin, je résume le propos comme cela, dans la police nationale, pour éviter qu'on soit dans le simple renouvellement de l'existant et qu'on se pose la question de savoir finalement quels sont les bons véhicules pour les différentes missions de la police nationale. Alors, c'est un travail qui est absolument en cours pour définir avec les directions centrales, le SAELSI s'y est attaché, à faire en sorte qu'il y ait effectivement une définition très, très précise du type de véhicule avec les missions qui sont dévolues aux différents services et qui sont effectivement dans un domaine extrêmement étendu. C'est clair que l'armement, le durcissement des brigades anticriminalité, parlons comme ça, a fait en sorte que les 308 dans lesquels ils embarquaient il y a encore quelques temps, aujourd'hui ne sont plus adaptés. C'est pour ça que cette année, nous avons, dans nos acquisitions, nous sommes passés à un modèle supérieur pour pouvoir à la fois embarquer le personnel dans des conditions de sécurité, de marge de poids, etc. Nous avons aussi ces difficultés et ces réflexions sur les véhicules qui transportent les compagnies républicaines de sécurité qui elles-mêmes ont également un poids embarqué qui n'a cessé de croître aujourd'hui et on arrive à la limite réglementaire du code de la route dans bien des cas. Nous nous posons la question aussi de la volumétrie de notre parc. Intuitivement, en tant que directeur général de la police nationale, je ne m'interdis pas de penser qu'il est possible que notre parc automobile, 30 000 véhicules aujourd'hui, soit surdimensionné. Parce qu'il y a, quand on se promène aux alentours du commissariat, on voit aussi quelques nombreuses voitures qui sont là à attendre, qui sont évidemment en état de marche, qui sont sûrement très utiles, mais c'est une réflexion qui consiste à se dire, bon, si je faisais une comparaison aéronautique, un avion au sol n'est jamais très bon pour la compagnie qui ne cesse de déployer sa stratégie pour que ces avions volent. Pour des raisons de coût, tout simplement. Je pense qu'on peut, comparaison n'est pas raison là non plus, mais on peut s'interroger sur le dimensionnement du parc. Est-ce que nos organisations ne nous poussent pas à avoir un parc automobile finalement plus important que la réalité physique des besoins, sans jamais, c'est une exigence, dégrader la capacité opérationnelle des services. Nous nous posons des questions effectivement sur l'entretien des véhicules. Nous avons des garages insuffisamment mutualisés. C'est plus finalement de la juxtaposition souvent que de l'intégration logistique entre les forces. C'est déjà un début, mais on peut faire mieux. Moi, j'ai une vraie interrogation sur la capacité que nous avons à continuer sur ce modèle, c'est-à-dire d'avoir une intégration de la fonction, réparation automobile au sein même des services du ministère de l'Intérieur. Notre mission, c'est de faire de la sécurité, c'est pas forcément vidanger les véhicules. En tout cas, ça se regarde pour deux raisons. La première, c'est que nous peinons aujourd'hui à recruter des personnels techniques qui ne sont pas très attirés finalement par le fait d'exercer leur talent dans la fonction publique, qui trouvent plus confortable, peut-être plus rémunérateur de travailler dans le privé, plus près de chez eux, avec des garanties sur les rythmes de vie, que sais-je. En tout cas, nous peinons à recruter sur ces métiers.
peut-être ne sommes-nous pas, qui sont de toute façon en tension, y compris dans le secteur privé. Et donc nous ne sommes peut-être pas très attractifs au niveau de nos rémunérations, au niveau de l'exercice opérationnel de ces métiers. Donc ça c'est un vrai sujet. Donc faut-il continuer à se dire il faut absolument internaliser cette fonction, alors même que finalement chaque année davantage, il est plus difficile de l'assurer parce que nous ne disposons pas de la ressource humaine. C'est vrai dans les SGAMI, c'est vrai dans les garages centraux du service de la protection, qui est un très gros garage central à Pantin et où on a des tas de postes qui sont vacants faute de pouvoir les recruter. Donc cette première question sur la capacité de la ressource, enfin notre capacité à trouver de la ressource humaine pertinente. Et deuxièmement, sur les éléments de coût et de disponibilité. Alors, le coût, il est évidemment possible d'avoir des comparaisons sur les éléments de disponibilité parce que les syndicats vous raconteront aussi très certainement l'ont-ils fait que lorsqu'on a un véhicule en panne ou en tout cas à faire réparer, il faut conduire le véhicule parfois sur des centaines de kilomètres, dédier de personnel à ce transfert, attendre sur place ou laisser le véhicule et revenir. Donc enfin, il y a sans doute au-delà du coût direct de la réparation, des choses qu'on mesure assez mal parce que nous manquons d'outils pour le faire, sur non seulement la disponibilité opérationnelle des véhicules, mais des personnels qui sont, conduits à perdre leur temps, si je puis dire, opérationnel à cette gestion des véhicules. Et donc, sur un certain nombre d'éléments de la réparation des véhicules, dans quelles conditions on ne pourrait pas externaliser pour le coup un certain nombre d'opérations d'entretien de véhicules, sachant que nous devrons toujours garder une capacité de faire nous-mêmes, parce qu'il y a des véhicules qui sont équipés de telle manière qu'on n'a pas envie de les montrer à des tiers, parce que leur équipement nécessite un savoir-faire et une discrétion toute particulière. Mais sur un certain nombre, mais là je parle effectivement d'une partie de nos véhicules, qui n'est pas la partie majoritaire. Et je suis persuadé que, en tout cas, la réflexion approfondie mérite d'être faite. Et c'est pour ça que l'Inspection générale de l'administration conduit actuellement une mission sur ces sujets avec des éléments de comparaison internationale. Alors, oui, certains pays ont choisi, ou certaines polices. Nous avons en plus, nous, dans la comparaison internationale, des différences sérieuses avec beaucoup de polices, y compris européennes. Nous sommes une des seules polices très intégrées, centralisées. Beaucoup de polices sont des polices décentralisées. Berlin, Londres ont adopté d'autres systèmes, d'autres modèles, mais ils sont nombreux. Nous sommes, le modèle où nous achetons en pleine propriété nos véhicules, nous les réparons nous-mêmes pour une grande partie, etc. D'autres les achètent mais n'assurent pas les réparations, d'autres les louent à des prix qui nous paraissent prohibitifs, mais qui intègrent aussi la réparation. Donc oui, toutes ces questions sont sur la table, elles sont totalement pertinentes, monsieur le rapporteur, et j'espère que l'Inspection générale de l'administration, parce que là c'est franchement des choix stratégiques qui vont être engageants, pourra nous éclairer à la fois sur les coûts, mais sur la manœuvre RH, parce que dire aujourd'hui que dans 5-6 ans, une très grande partie de l'entretien automobile ne sera plus assuré par nos services, par les SGAMI, ça n'est pas sans conséquences sociales. Monsieur le directeur général, je voudrais faire circuler un peu la parole tout de même, parce que le temps tourne. Peut-être se tourner vers monsieur le major général Rodriguez pour savoir si du côté de la gendarmerie, je dirais, il y a des précisions bien sûr à ce qui a été présenté par le président Andréani à nous apporter, puis ensuite je vais interroger mes collègues.
Oui, je vais nous faire gagner un peu de temps puisque je ne vais pas revenir sur les sujets évoqués par mon ami Éric Morvan sur les différents points. Simplement, et peut-être pour faire une focale sur ce que vous avez évoqué, monsieur le rapporteur spécial, et sur un petit point sur lequel je n'ai pas tout à fait le même avis qu'Éric. Sur les véhicules, c'est un vrai sujet. On a un peu baissé entre le début de l'année et aujourd'hui le poids moyen des véhicules. On est passé de 8,4 à 7,2 ans. Je concède que si on pouvait baisser encore, on signerait assez vite. À un rythme de 3 000 véhicules par an, c'est vrai qu'on est sur du tendanciel pour 30 000 véhicules, si ce n'est qu'on a aujourd'hui par exemple 1150 véhicules saisis qui tournent au profit des unités. Et on a cette variable-là, ça ne pèse que 5% du parc, mais l'idée c'est de monter encore, et ce sont des véhicules qu'on n'entretient pas. En gros, une fois que le véhicule a les pneus lisses, pour faire court, on en change, et les lois qui ont été votées par l'Assemblée et le Parlement nous permettent aujourd'hui plus facilement de le faire, et on est en train d'investir un petit peu plus sur ce plan. Cela étant, sur les véhicules, mais je ne reviens pas sur ce qu'a dit Éric, c'est vrai que si on arrive à trouver un modèle qui permettent de garantir le maintien en condition opérationnelle et un âge moyen des véhicules à 4 ou 5 ans. Alors, la Poste a un modèle que nous regardons, l'IGA il travaille avec les 2 inspections générales. On n'est pas forcément à l'abri d'une bonne surprise, mais en tout cas c'est vrai que ce serait une bonne option. Je ne reviens pas sur l'UGAP, Éric en a parlé. Sur l'habillement, à un moment donné, la Cour évoquait le fait que ça pouvait, et vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, on pouvait avoir un décalage entre les besoins que les personnels, qu'ils peuvent exprimer, et ce que nous faisons, mais on a un discours constant. Moi, je préside chaque année une commission des tenues, entre guillemets, c'est le nom qu'on lui a donné, et au sein de laquelle on a des représentants de l'ensemble des régions de gendarmerie de France. On est en visio avec les Outre-mer et on regarde point à point l'ensemble des matériels qu'il faut changer, qu'il faut arrêter. On a supprimé la casquette il y a peu, alors c'est complètement... mais les gendarmes ne supportaient pas la casquette, donc on a supprimé la casquette au profit du bonnet de police. Mais au-delà de ça, on va un petit peu plus loin sur ces sujets. On essaie réellement d'avoir une vraie connexion avec les utilisateurs, et je vous passe l'ensemble des commissions diverses et variées, gendarmerie départementale, gendarmerie mobile, où quand je garantis que les gendarmes dans ces commissions qui ont des choses à nous dire, ils nous le disent et de manière très claire. Et, donc on essaye d'être complètement en adéquation avec avec les besoins exprimés par le terrain, parce que nous on est là pour les gens de terrain, on n'est pas là pour faire fonctionner une DG. Sur les stands de tir, les armes longues, alors l'anticipation, si ce n'est que pour conduire un stand de tir il faut quelques temps, et quand on a décidé de mettre en place les armes longues, on l'a tous fait, enfin on s'en souvient tous, hein, c'était lié à un besoin immédiat de nos personnels qui avaient face à eux des gens qui étaient dotés de ce type d'armes. Bon, on en avait déjà des armes longues, là on en a aujourd'hui beaucoup plus. On était abonné au stand des armées, à ce qui existe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui la demande est plus importante que l'offre. Cela étant, pour les armes de poing, notre ambition, elle n'est pas de construire de nouveaux stands. Elle est de conventionnaliser avec les fédérations de tir pour utiliser les stands de tir. On considère que c'est de la perte de temps et d'argent que d'aller faire habiliter un stand qui a déjà été habilité par la fédération pour le même type de munitions. Donc on est là dans une idée assez pratique et concrètement, ce que l'on souhaite à terme, on est pour l'instant à la moitié du chemin, c'est qu'un gendarme puisse faire ses tirs d'entretien. Alors il y a une partie de tir en situation que nous prendrons en compte, mais il doit tirer 90 cartouches par an, c'est qu'il puisse les faire au stand de tir de la commune la plus proche de son unité d'implantation, et qu'il puisse le faire tout seul. Ensuite il remplit sur la base de données personnelle le tir qu'il a effectué, et pour nous il aura coché la case, et ça reposera sur la confiance. Sur des sujets comme cela, les gendarmes sont aussi motivés que nous pour que les tirs puissent être effectués dans les meilleures conditions. Je voulais revenir juste sur le sujet des garages. Alors, la Cour a relevé avec raison qu'il y avait des endroits où c'était très perfectible, mais elle a relevé également qu'il y avait des bonnes pratiques à des endroits où ça fonctionnait bien. Donc, je pense que le premier effort, c'est de faire en sorte qu'aux endroits où ça ne se passe pas bien, les gens travaillent comme dans les endroits où ça se passe bien. Donc ça, c'est des choses qu'on devrait pouvoir faire assez rapidement. Et c'est le petit point, c'est mon dernier point, c'est le petit point des accords, le mot est fort, mais sur lesquels je souhaite juste appeler votre attention. Il y a un sujet de résilience.
quand on a 20 forces mobiles à Calais, à l'époque où on avait beaucoup de migrants, quand on a 30 forces mobiles à Notre-Dame-des-Landes, quand on a à un moment donné beaucoup de forces à un endroit, quand on projette des gens à Saint-Martin, à un moment donné, on va avoir un problème de mécanique. Et le tissu local ne pourra pas le prendre en charge. On l'a vu à Calais. On n'a plus de mécaniciens dans les escadrons. À la faveur de la RGPP, on a supprimé tous ces mécaniciens-là au profit des garages qui existent aujourd'hui. Mais on se rend compte qu'il est indispensable de projeter également une capacité. Alors, si demain, le modèle futur tend vers une externalisation du soutien auto, ce qui peut s'entendre, on devra se préserver une capacité. Alors, il faut objectiver la capacité, qui permettent d'une part d'être projetés en Nouvelle-Calédonie. On a près de 10 escadrons sur place. Typiquement, il faudra également y envoyer du monde pour entretenir les véhicules. Mais on n'a pas besoin de tous les mécaniciens que nous avons aujourd'hui. Il faut juste avoir la taille critique qui nous permet d'entretenir une capacité et de permettre aux gens d'évoluer dans la capacité. Donc ça s'objective. À vue de nez, on peut considérer que 20% des effectifs doivent suffire. Mais sur ce point-là, je pense qu'on a intérêt à se garder quelque chose. Donc c'est pas un plaidoyer pro domo, mais les crises, elles sont devant nous. Dans les Outre-mer, on aura à nouveau d'autres crises. Et je pense qu'il faut garder cette capacité de pouvoir répondre rapidement. On l'a vu collectivement au ministère, avec l'ensemble des forces à Saint-Martin. Mais je crains qu'on aura d'autres crises. Je crains d'autres crises dans les Outre-mer dans les années qui viennent. Merci, monsieur le major général. Merci beaucoup. Sylvie Vermeillet pour réaction et interrogation peut-être. Sylvie. Merci Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier tous nos intervenants pour la qualité de leurs propos qui m'ont bien éclairé. J'aurais juste une question courte à Monsieur le Directeur Général de la Police Nationale et Monsieur le Major Général de la Gendarmerie. Est-ce que la réforme annoncée sur les retraites complique le recrutement des 10 000 postes auxquels notre rapporteur spécial a fait allusion ? Merci Sylvie. On va peut-être prendre plusieurs questions. Jérôme Bacher, puis Thierry Carsenac. Merci Monsieur le Président. Alors j'ai une très mauvaise connaissance de la police nationale. Je me pique de m'intéresser de près à la gendarmerie. Le fait d'être dans un département comme... voilà, il n'y voyait aucun ostracisme. C'est l'Oise. Très bonne relation avec... C'est l'Oise. Mais il n'y a pas de zone de, il y a pas de zone de police. Il n'y a pas de zone de police dans l'Oise. Si, on en a 3, mais voilà, c'est une d'ailleurs très compliquée sur laquelle je vous remercie d'ailleurs le directeur général de la police nationale d'avoir mis cet été des forces supplémentaires sur la zone de Creil tout à fait particulière. S'agissant des véhicules, je me méfie des deux excès. À savoir, d'une part, les besoins exprimés depuis le terrain, car souvent les besoins sont infinis. Alors je n'ai pas de doute sur le caractère raisonnable des uns et des autres, mais la notion de besoin parfois est un peu compliquée. Sur les garages, moi je constate les miracles accomplis, en tout cas par le garage de la gendarmerie, qui consiste à désosser 3 voitures pour en faire une opérationnelle. Alors en revanche, quand je me suis félicité de ces miracles, en vérité, je me désole. Je me désole qu'on soit obligé de désosser 3 voitures pour essayer d'en faire une qui marche. Et c'est bien là le problème. C'est là où le bât blesse. C'est qu'à la fois, on parle de véhicules neufs, mais en même temps, on oublie les crédits d'entretien, qui, s'ils avaient connu il y a quelques années une progression, eu égard, évidemment, au fait que les véhicules prenaient de l'âge. Donc il fallait les réparer plus souvent. Dorénavant, on a choisi de les couper peut-être un peu trop, ces crédits d'entretien, parce qu'on dit on a des véhicules neufs. Mais le parc moyen, lui, il reste très vieux et moi, je crains une grande difficulté opérationnelle. Donc je voudrais qu'on ait un bon équilibre. Je regarde la Cour des comptes et monsieur le rapporteur, j'ai toute confiance, pour qu'on ait des normes un petit peu de... Comme on le fait dans les... Moi, je connais bien les crédits du patrimoine historique. Vous savez combien il vous faut de crédits d'entretien courant si vous ne voulez pas refaire le château tous les 50 ans et que ça vous coûte plus cher? Ça, c'est les Japonais qui reconstruisent leur château tous les 50 ans. Il y en a d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut peut-être avoir des vrais standards de crédit nouveau contre crédit d'entretien. Quelle est la bonne norme? Sans doute que la Cour peut aider, eu égard à son expérience, j'allais dire,
multiservices, mais il semblerait que ce soit des choses, excusez-moi, de bonne police. Thierry Kersenac. Merci, Monsieur le Président. Dans le cadre de ce que nous venons de voir dans la précédente audition, qui avait pour effet de parler de la transformation publique et en même temps de la possibilité de faire des économies, le dispositif d'achat consolidé est très intéressant. Mais là, nous nous limitons à la gendarmerie et à la police. Dans votre rapport, vous évoquez un potentiel à mieux exploiter avec les forces armées d'une part, avec les douanes d'autre part. Bon, là, vous avez limité sur quelques catégories, on pourrait parler des hélicoptères, etc. Comment envisagez-vous d'aller plus loin dans le cadre de cette mutualisation? Alors, il y a une direction des achats de l'État, mais au-delà de cela, il y a peut-être des moyens d'aller un peu plus loin. Je vous remercie. Merci, mon cher Thierry. Alors, qui veut... notre collègue Vaugrenard, membre de la Commission des Finances, mais qui a bien volontiers la parole. Merci de nous avoir invités, Christian Paul et moi-même. Pardon ? Excuse-moi. Excuse-moi. Merci beaucoup pour ces informations particulièrement intéressantes. Et le rapport de la Cour des comptes vient juste après, et je pense que ça a été dit à un moment donné, l'enquête la commission d'enquête qui a produit son rapport en juin de cette même année. Et donc, du coup, on voit bien qu'aujourd'hui, dans la police et dans la gendarmerie, le moral des troupes, semble-t-il, est un peu atteint. Et donc, à partir du moment où cette constatation est faite, on ne peut pas raisonner, réfléchir sans avoir cet élément d'information qui, selon moi, est quand même un peu déterminant. Or, lorsque vous avez évoqué un peu les conclusions de votre rapport sur le plan financier, vous avez indiqué qu'il y avait eu un effort important qui avait été fait, presque multiplié par 3, c'est-à-dire rappelé par le rapporteur, de 2015 à 2017, ou après 2012 tout au moins, après les attentats, et en indiquant qu'il serait peut-être judicieux d'imaginer de prendre en quelque sorte ces moyens de financement sur le chapitre 2. Je crois qu'il serait intéressant dans un premier temps de savoir, selon vous, quel serait le montant du financement idéal pour permettre un renouvellement du matériel idéal, avant déjà de faire des propositions sur la réduction du chapitre 2. Moi, j'inciterais plutôt à la prudence. Ensuite, une fois qu'on a cet élément d'information, qui, selon moi, est important, c'est la raison pour laquelle je vous pose très directement la question, quel montant financier cela représente-t-il? Et ensuite, c'est à la fois au gouvernement et à la représentation nationale de voir quel effort il y a à faire à l'intérieur même du budget, je dirais, de la sécurité nationale, disons les choses comme cela, ou alors en fonction de la réduction budgétaire d'autres catégories qui permettent à notre pays de fonctionner. Mais de raisonner uniquement, je dirais, de manière interne, me semble pas forcément judicieux. Deuxième point, il y a un partage, semble-t-il, sur le diagnostic qui est élaboré par la Cour des comptes. Je trouve que c'est déjà intéressant. Y a-t-il un partage sur les solutions qui sont proposées par la Cour des comptes? J'aimerais savoir un petit peu si vous partagez les solutions qui sont proposées, qui sont suggérées, qui sont offertes par la Cour des comptes. Enfin, un dernier point, mais c'est un détail, simplement une question qui est peut-être un peu de bon sens. Lorsqu'il y a des problèmes, je dirais, de mécaniciens dans la police, dans la gendarmerie, lorsqu'il y a des urgences, est-ce qu'il est imaginable de faire appel aux forces armées, simplement, qui peuvent peut-être avoir des mécaniciens disponibles, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît un peu ubuesque? Une chose m'a surprise, c'est qu'il y a une différence surprenante sur les doctrines. Alors, je ne sais pas si c'est notre rôle d'intervenir à ce niveau-là, mais enfin, s'il y a une différence dans l'appréciation et l'approche des doctrines, manifestement, il y a quelque chose à faire, quoi.
Est-ce que c'est aux politiques de le faire ou de le suggérer? Mais je pense que c'est quelque chose qui probablement est à revoir au nom de l'efficacité. Enfin, pour terminer, je regrette comme le rapporteur que nous ne puissions pas avoir suffisamment, ou même quasiment pas du tout, d'éléments de comparaison internationale. C'est toujours utile. Hein, soit c'est moins bon à l'international et à ce moment-là on s'en félicite, soit il y a des expériences qui sont intéressantes et on peut en tirer un certain profit. Merci Yannick. Alors, qui veut répondre à ces questions? Très bien, très bien. Formidable. Monsieur. Oui, merci Monsieur le Président. Je répondrai à quelques-unes des questions qui ont été posées par le sénateur Dominati tout à l'heure. Effectivement, en ce qui concerne l'absence de comparaison internationale, nous avons essayé de faire au mieux. Les éléments que nous avons recueillis auprès de la DCI étaient relativement intéressants, mais tout à fait insuffisants pour fonder pour justifier des enseignements précis. On connaît bien la difficulté de cet exercice puisque les pays n'ont pas tous, et ça a été rappelé par le directeur général de la police nationale tout à l'heure, n'ont pas tous la même configuration. D'abord, nous avons en France une police et une gendarmerie, ce qui n'est pas le cas partout. Nous avons des traditions historiques assez fortes. Nous avons une préfecture de police. Bref, le paysage n'est pas tout à fait le même. Et d'autre part, la Cour s'aperçoit parfois, lorsqu'elle recueille des informations sur les pratiques à l'étranger, que la réalité des faits ne correspond pas tout à fait à ce qui est indiqué par les personnes consultées, en l'espèce le réseau des attachés de sécurité, mais il peut s'agir d'autres réseaux d'information. Autrement dit, il faudrait vraiment aller sur le terrain avec des spécialistes pour pouvoir approfondir dans quelques pays à peu près comparables pour recueillir des éléments intéressants. Alors, en ce qui concerne les véhicules, c'est effectivement, compte tenu de l'importance opérationnelle et des enjeux financiers, un point très important. La Cour note à nouveau avec un très grand intérêt que des réflexions sont engagées très large à partir d'une analyse des missions pour déterminer de quoi effectivement on a besoin et comment on peut répondre aux besoins sans aucun tabou, y compris location de véhicules si c'est nécessaire, et comme ça se passe dans certains pays. Vous avez évoqué, monsieur le rapporteur, la question de l'UGAP. Alors, la question de l'UGAP, c'est un sujet qui est assez délicat puisque, effectivement, l'UGAP offre un certain nombre d'avantages, mais on voit bien à l'expérience qu'il y a aussi quelques inconvénients avec certains coûts d'intermédiation, un manque, des délais de livraison qui sont manifestement excessifs et insupportables. Et puis ce qui est peut-être encore pire, c'est une absence de visibilité sur le calendrier de livraison des véhicules. Puis surtout, il faut rappeler que le ministère de l'Intérieur représente une part extrêmement importante des acquisitions de véhicules et que son retrait déstabiliserait l'ensemble du système au détriment des autres acheteurs publics, hôpitaux, administrations, etc. Donc c'est un sujet qui est très délicat et qui nécessite, pour être résolu, probablement une discussion interministérielle. Vous avez également évoqué les questions d'habillement. Alors c'est un sujet qui effectivement est évoqué sur le terrain. Il est extrêmement difficile. Nous ne pouvons pas avoir. Il aurait fallu faire une enquête sur échantillons extrêmement poussée. Nous ne pouvons pas savoir exactement quelle est l'importance du problème. Alors, combien d'agents achètent eux-mêmes une partie de leur équipement. Ce que nous notons tout de même, c'est qu'avec les améliorations du dispositif du compte à points qui sont envisagées,
on devrait quand même, et avec les normes de confort qui sont unifiées entre la police et la gendarmerie, on devrait aboutir à une plus grande satisfaction des besoins. On va quand même rappeler que même pour la police, les habillements, en particulier les chaussures utilisées, avaient été testés par des groupes d'agents et qui avaient rendu des conclusions positives. Ce qui montre bien que les consultations ne sont pas toujours très concluantes. Alors sur les pistes de mutualisation, effectivement, il y a probablement beaucoup de chantiers sur lesquels ils sont égrenés tout au long de notre rapport, sur lesquels il faut encore progresser, puisqu'on voit bien que rien n'est jamais gagné de ce point de vue-là. On le voit bien en termes purement d'achat. C'est pas une avancée linéaire, il y a eu des reculs. Sur certains types de produits. Alors ça s'explique probablement par les acquisitions dans le cadre des plans de renforcement, mais on voit bien qu'il faut en permanence consolider ce mouvement et que la simple existence du Sahel-Ci ne permet pas à elle seule de développer ce mouvement de mutualisation. Voilà les quelques points sur lesquels je... Merci, monsieur. Monsieur Morvan. Monsieur le Président, très rapidement, et peut-être dans le désordre, vous me pardonnerez, la question posée sur désosser deux voitures pour qu'une troisième puisse fonctionner, en soi, ça n'est pas dramatique, c'est même plutôt vertueux, y compris du point de vue du développement durable. Le problème, c'est si les deux épaves ne sont pas remplacées, c'est là le sujet. Et donc on revient finalement à à une question de renouvellement automobile. Au lieu d'en renouveler 3, on en renouvelle 2. Encore faut-il renouveler les deux. D'accord. Sur la réforme des retraites, vous avez posé la question, madame, sur la question du recrutement. Ce que nous redoutons, c'est que l'annonce d'une réforme de retraite a assez souvent, en tout cas c'est notre expérience passée, une sorte d'effet d'accélération des départs à la retraite. C'est-à-dire que les gens veulent partir à la retraite sur la base du cadre juridique qu'ils connaissent. Ils estiment que celui qui va venir leur sera moins favorable et ils préfèrent partir sur... Et donc, effectivement, nous redoutons, nous anticipons, mais c'est difficile de le quantifier, le fait que des gens qui ne souhaitaient pas forcément partir à la retraite rapidement le fassent rapidement, et la conséquence de tout cela sera effectivement de gonfler notre besoin de recrutement et d'être en capacité, avec l'appareil de formation dont nous disposons, d'être en capacité de remplacer non seulement ceux que nous avions prévus, mais l'excédent générationnel qui sera parti. C'est une vraie question, sans que nous puissions aujourd'hui la quantifier, n'ayant pas non plus d'éléments sur ce que sera le contenu de la réforme, et donc ce qui pourra ou pas inquiéter les personnels qui pourraient partir. Mutualisation au-delà de la police et de la gendarmerie, c'est des choses que nous faisons déjà avec la douane notamment, sur l'armement, sur les protections, sur les munitions. Mais nous avons une réflexion qui tente là aussi pour massifier et donc avoir des conditions économiques plus intéressantes sur un certain nombre d'articles. Pourquoi pas avec les polices municipales, sans d'ailleurs penser forcément à l'armement, qui était un sujet de débat récent, mais sur des éléments de protection, etc. Alors c'est plus compliqué parce que là il y a une autonomie des collectivités locales, un principe de libre administration, mais c'est vraiment des choses auxquelles nous sommes tout à fait ouverts. Je voulais intervenir aussi sur l'UGAP, mais vous l'avez fait. On a un vrai sujet, c'est-à-dire que si on est égoïste et qu'on regarde vraiment les choses à l'aune du ministère de l'Intérieur, à certains égards, on a intérêt à ne pas passer par l'UGAP.
Le seul problème, c'est que nous sommes le premier client de l'UGAP. Et sortir de l'UGAP va poser un problème à d'autres ministères qui n'auront pas la puissance d'achat et qui profitent en quelque sorte un peu de la nôtre. Donc c'est vraiment un sujet interministériel, mais égoïstement, c'est sûr que nous pourrions avoir un intérêt égoïste à ne pas passer par l'UGAP. Les différences de doctrine, ça n'est pas choquant. Ça n'est pas, on l'explique évidemment par des terrains de jeu qui sont un peu différents, de la trivialité. Intervenir dans un tissu urbain peu dense et intervenir dans une cité difficile de la région parisienne, c'est pas complètement les mêmes postures opérationnelles, et cela induit effectivement au-delà d'ailleurs de la culture des forces qui s'est inscrite dans l'histoire, cela peut véritablement, objectivement, conduire à des doctrines différentes, mais pas tout le temps. J'ai parlé tout à l'heure de l'étui de cuisse ou des cartouches chambrées. Christian Rodriguez a parlé des stands de tir, qui est un vrai sujet, y compris immobilier, parce que il faut les construire, les entretenir. Nous n'avons pas les mêmes doctrines, police et gendarmerie, nouvel aveu, en matière d'utilisation des stands de tir privés. La gendarmerie acceptant que ces gendarmes tirent dans des stands agréés par la Fédération française de tir, la police nationale exige une double certification, y compris au-delà de la Fédération française de tir, d'une commission spécialisée dont j'ai le nom là, qui s'appelle la CAOST, la commission d'agrément en raison de phases de tir dynamique, etc. Je ne vais pas rentrer mais les éléments de doctrine vont jusque-là aussi et peuvent avoir ce type de différence. Je laisserai Christian Rodriguez parler de la capacité de mutualiser avec les forces armées. Ce serait plus naturel côté gendarmerie qu'avec la police, sans doute, sauf outre-mer, ou dans l'urgence de phénomènes un peu catastrophiques. Tout le monde s'épaule et ne regarde pas la couleur de l'uniforme. À ce propos, je veux dire que finalement, je suis rassuré par les propos de M. Rodriguez, parce qu'on ne dit pas des choses divergentes quand il dit on aura besoin de garder une capacité interne sur l'entretien des véhicules, notamment ici l'outre-mer, c'est ce qui me fait me rappeler. Je ne disais pas autre chose en disant que nous aussi, il faudrait qu'on garde une capacité opérationnelle pour un certain nombre de véhicules particuliers, etc. Ça va sans dire, et pour les forces mobiles également. Je ne sais pas si j'ai peut-être pas fait le tour de toutes les questions. Sur l'appel aux forces armées, peut-être, Christian. Monsieur Rodriguez, peut-être. Oui, bon. Pour les retraites, effectivement, on regarde de très près, parce qu'en fait, la crainte, c'est qu'on ait beaucoup de départs. Et s'il y a beaucoup de départs, il faut recruter. Donc on a nommé un monsieur retraite, un colonel de gendarmerie qui, en plus de ce qu'il fait au quotidien, suit ces sujets de très très près et peut être sollicité par n'importe qui. Donc on a mis en ligne un calculateur de la retraite en l'état. Enfin, on fait beaucoup de communication pour dire à nos personnels, attendez de savoir avant de bouger. Mais c'est le sujet de préoccupation de nos personnels, c'est évident. C'est le premier sujet quand je vais voir les gens dans les unités, c'est la première question qu'on me pose. Sur les véhicules, il faut savoir qu'en termes d'entretien, on a préservé les niveaux d'entretien. Après, de toute façon, vous n'empêcherez pas les gendarmes de bricoler 2 voitures pour en faire une 3e. C'est aussi un petit peu dans l'ADN et dans les gènes, quoi, quelque part. Parce que la voiture, on a 3000... Oui, mais on a 3100 brigades. Et dans des petites brigades, une voiture, c'est 1 ou 0. Donc en réalité, il en faut 2. Et on couvre 95% du territoire. La moyenne de la superficie d'une communauté de brigade, elle est supérieure à la superficie de Paris. Je veux dire que il n'y a pas le métro. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, c'est un vrai besoin. Donc, vous n'empêcherez pas le gendarme de toute façon de veiller à être capable de se déplacer. Mais cela étant, au fond, vous avez raison, c'est une attention toute particulière que l'on doit porter sur les sujets. Eric a évoqué l'éventuelle mutualisation au-delà pour, peut-être pas dans les mêmes conditions que l'UGAP, qui est une mutualisation qui
finalement nous coûte cher. Mais on a des sujets sur les véhicules, mais également sur les blindés, par exemple les hélicoptères, c'est un sujet. Sur les blindés, il faut savoir que nos engins datent de mai 68. Hein, la conception et l'équipement, c'est juste après mai 68, donc ça commence un peu à dater. On est en train de travailler avec les armées. C'est le déclencheur. C'est le déclencheur, absolument. Mais la doctrine. Donc c'est après. Exactement. En fait, il y a eu un travail de doctrine et un équipement qui, en fait, est inscrit au début des années 70. Quand j'étais lieutenant, je trouvais et que je commandais des engins comme ça, je les trouvais vieux et ils ne sont pas rajeunis. Et on a vu à Notre-Dame-des-Landes que c'est indispensable. On est en train de travailler avec les armées, avec un rétrofit de leurs blindés à eux. Ils sont en train de renouveler leurs engins. Et on a des pistes pour pouvoir rétrofiter à un coût très inférieur à un coût d'achat. Donc on continue à y travailler. Cela étant, ce sont des pistes qui méritent d'être suivies. Je partage complètement votre analyse. Le travail avec les armées, dans les Outre-mer, effectivement, Eric l'a évoqué, ça se fait très naturellement. Souvent, c'est eux qui ont les moyens de projection, enfin souvent, tout le temps d'ailleurs. Et on l'a vu sur l'ensemble des crises que l'on a pu connaître. En métropole, par exemple, des bases, des endroits, des bases militaires, il y en a quand même beaucoup moins qu'avant. Donc aller chercher le mécano, ça devient un peu compliqué. Moi, je pense que la suite, l'avenir résidera sans doute dans une externalisation un petit peu plus poussée pour éviter d'amener un véhicule très très loin dans un garage et trouver un entretien pour des véhicules de gamme classique. À un moment donné, il faudra qu'on arrive à trouver un moyen, modulo le fait que si les réflexions en cours aboutissent à quelque chose de plus performant, on sautera dessus. C'est vraiment quelque chose qui nous arrangerait bien. Les polices municipales, je rejoins complètement ce qu'a dit Eric. Pour les radios, par exemple, on a expérimenté le prêt de postes radio pour garantir une interopérabilité entre des polices municipales et les forces de sécurité. Moi, je crois aussi que cette forme d'interopérabilité ou de soutien réciproque peut aller sur ce genre de choses. Dès lors qu'à des endroits où les polices municipales sont fortes et sont très équipées, il faut conventionnaliser. Oui, je pense vraiment que là, à mon avis, les mentalités y sont prêtes. Et puis on a des gens qui travaillent ensemble de plus en plus au quotidien. Donc on a une piste aussi qui permettra sans doute, de proche en proche, à certains endroits, de résoudre des difficultés que l'on peut avoir. Enfin, sur les doctrines, la doctrine est aussi très liée à la culture et aux facteurs d'identification de chacune des forces. Et à un moment donné, l'exemple des armes chambrées ou pas est intéressant. Parce que sur les armes de poing, il y a quelques années, on a dit, vous allez sur le terrain, votre arme doit être chambrée. C'est-à-dire que vous devez avoir engagé une cartouche. Alors, il faut savoir qu'en engageant une cartouche, le chien reste à l'arrière et il faut une infime pression sur la queue de détente pour que le coup parte. Et on a eu des coups qui sont partis alors que les gens couraient après. Alors, sans gravité, heureusement, mais ça aurait pu être dramatique. Et à un moment donné, on a senti que nos personnels étaient en difficulté avec cette règle. Et donc on leur a dit, vous n'êtes plus obligé de chambrer, vous chambrez si vous considérez que vous allez devoir chambrer. Voilà pour cette audition au Sénat autour du rapport de la Cour des comptes sur les équipements de la police et de la gendarmerie. Et une contradiction sort de ce rapport. Les policiers et les gendarmes sont de plus en plus armés en période de menaces terroristes, mais ils ne sont pas assez bien formés à ces nouvelles armes. En 2017, la moitié des policiers n'avaient pas effectué leurs 3 séances de tir réglementaires. Le problème, c'est que les stands de tir ne sont plus adaptés aux nouvelles armes des policiers. Pour rappel, le Sénat a publié cet été un rapport sur le malaise au sein des forces de l'ordre. Alors les causes de ce malaise sont multiples, mais le manque de moyens en est une, selon les sénateurs. Notez que le budget de la police et de la gendarmerie pour 2019 sera présenté aujourd'hui par le gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances. Vous pouvez voir toutes nos émissions sur notre site internet publicsénat.fr. Je vous souhaite une très bonne journée sur les chaînes parlementaires.